Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Bonjour Florian. Bonjour Lucas. Ravi de t'avoir avec nous. Pareil. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es à la tête de la Fédération française de rugby, 150 millions de budget, 350 000 licenciés, un peu plus de 1900 clubs et 3000 arbitres. Oui. Comment tu aimes te présenter ? Comme un papa, un grand-père maintenant, depuis quelques jours. Félicitations. Comme un entrepreneur, parce que je suis entrepreneur dans la vie, et comme un passionné de rugby qui, du coup, un peu par hasard, a été conduit à la tête de la Fédération française de rugby. Si je te dis rugby, c'est quoi la première image qui te vient ? Une valeur éducative, le respect. Un sport incroyable qui sublime l'interdépendance entre les gens. Et un truc dont le pays aurait plus besoin, qu'on doit développer dans le pays, parce que ça transforme pas que les essais, ça transforme les personnes. On va y revenir dans cette année où les maires vont être élus. T'es passé par HEC, t'as la tête d'une boîte depuis 30 ans, 33 ans ? 31 ans. 31 ans. Qu'est-ce que le rugby t'a appris que t'as pas forcément appris sur les bancs d'HEC ou dans tout. Moi, j'ai tendance à dire que c'est ma deuxième école, quoi. J'ai eu HEC, mais j'ai eu le rugby. C'est une école de vie. Je te l'ai dit, hein, c'est l'apprentissage de l'interdépendance entre les gens. Je pense que le rugby, c'est un sport de combat collectif. Donc, on sait à quel point on dépend de l'autre. Et tout dans ma manière de gérer, de piloter l'entreprise que j'ai co-créée. Le rugby est partout présent. Et donc, voilà, moi, ça m'a complètement formaté. Voilà, donc très important. Et à l'inverse, du coup, qu'est-ce que HEC ou l'entrepreneuriat te permet d'apporter à la FFR ? Je pense que la FFR, c'est assez amusant parce que c'est à la fois un monde associatif, et moi j'aime bien le temps long du monde associatif, et je pense que on dit souvent que l'entreprise peut apporter au monde associatif, mais l'inverse est vrai aussi. Je suis par ailleurs vigneron, fils de vigneron ou de vigneronne et père d'une vigneronne, où je suis sensible au temps long, à l'ancrage local, etc. Mais l'entreprise peut apporter au monde associatif, et le monde associatif peut apporter au monde de l'entreprise, parce que parfois se poser et réfléchir sur du long terme, c'est pas absurde. Mais la FFR, c'est une vraie entreprise, donc il faut la gérer comme une entreprise, et donc j'apporte une expérience d'entrepreneur qui est pas forcément inutile, j'espère. On va parler vision, ambition du rugby français. Où est-ce que tu vois le rugby français dans 10 ans ? D'abord, moi j'ai envie qu'on soit champion du monde. Masculin et féminin. On est déjà champion olympique à 7. On était champion du monde à 7 aussi. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est peut-être le dernier grand défi du sport français. Enfin, on a gagné Roland-Garros, on a gagné une Coupe du Monde de foot, on a gagné... et là, il y a une quête incroyable, quoi, d'être champion. C'est quelque chose... C'est pas normal que la France, compte tenu de ce qu'on représente dans le monde du rugby, ait pas encore été championne du monde. Donc, on est dans une quête qui est juste incroyable, et on essaye de s'organiser pour l'être. Et pour ça, il faut être fort sportivement, mais pas seulement. Il faut être fort économiquement, il faut être fort politiquement. Enfin, il y a plein de choses à travailler. Donc, on est en train de bosser comme des fous depuis 2 ans et demi. J'ai envie qu'on soit champion du monde féminin aussi, parce que les filles, et je leur dis, c'est des militantes. Elles contribuent à transformer la société. Le rugby féminin est peut-être pas le sport féminin le plus attendu, et pourtant, parce que historiquement, c'est un sport qui a été inventé pour les mecs. Mais la vérité, c'est que les filles transforment la société, transforment le regard sur le sport féminin. Les JOP à Paris ont beaucoup aidé à ça. La Coupe du Monde féminine a encore aidé à ça. On a fait des audiences complètement folles. Et donc, moi, je rêve qu'on soit champion du monde masculin et féminin. Mais au-delà de ça, je rêve que le rugby se développe partout en France. On ait beaucoup plus de licenciés, parce que le rugby, c'est pas qu'un enjeu sportif, c'est un enjeu d'éducation et un enjeu citoyen. L'objectif à 10 ans, c'est quoi ? C'est 500 000 licenciés ? Vous êtes 350 000 aujourd'hui ? Ouais, on n'a pas fixé de chiffre, c'est le plus possible. On a fixé un chiffre sur les féminins, on est à 50 000 aujourd'hui, et quand on est arrivé, il y en avait 35 000, on veut monter à 100 000. On n'a pas fixé de véritables objectifs quantifiés. Le plus possible, il y a tout à faire. Il y a 2000 clubs de rugby en France.
Tu as dit 1900, j'arrondis à 2000, et il y a 13 000 clubs de foot. En fait, il y a des endroits où les gens font pas de rugby, pas parce qu'ils en ont pas envie, mais parce qu'il n'y a pas une solution de proximité. Donc, faut qu'on maille le territoire, faut qu'on rassure les parents sur la pratique, parce que le rugby qu'ils voient à la télé, c'est pas du tout le rugby qu'on pratique dans nos écoles de rugby. Il faut qu'on crée des vestiaires féminins, parce que les filles se changent encore dans les vestiaires à arbitre ou dans les bus ou dans les voitures. C'est absolument pas satisfaisant. Donc, il y a énormément d'actions à mener pour ça, mais bon, on le fait avec des moyens limités aujourd'hui, mais on est en train de se battre pour recréer des moyens à la fédération, et on a un vrai objectif de croissance du nombre de licenciés, parce que quand tu construis une maison, tu fais les murs avant de faire le toit. Donc là, on est bon en ce moment sur le toit, mais il faut aussi que les murs soient solides. C'est quoi les freins aujourd'hui de l'adhésion au rugby? La proximité. Nous, on a fait une étude de géolocalisation des licenciés. On les a tous placés sur une carte à 10 km près. Donc, quand tu vas à 10 km plus loin, tu divises par 3 le taux de pénétration, donc le nombre de personnes qui font du rugby. Donc, si le club n'est pas dans un rayon de 10 km, et en fait, des zones d'ombre où il n'y a pas de club à moins de 10 km, il y en a plein en France. Et tout le monde dit « Ah bah oui, le Nord ». Non, mais Marseille, il y a 3 clubs de rugby pour une agglo d'1 million d'habitants. Et donc, il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire du rugby parce qu'ils n'ont pas une solution de proximité. Donc ça, c'est un vrai critère. Donc ça, c'est les maires qui doivent agir là-dessus? C'est ça. C'est pour ça que je suis sur le terrain très régulièrement au contact des mairies, des départements, des régions, en leur disant « Mais investissez dans le rugby » parce qu'aujourd'hui, le frein principal au développement du rugby, c'est les installations. Ouais. Il y a un vrai réservoir, mais il manque que la... Un réservoir. Alors, les infrastructures sont souvent obsolètes. Donc, il y a parfois des Algeco, dans le meilleur des cas, ou des trucs qui datent des années 70, sans vestiaire féminin. Donc ça, on a fait un gros plan Marshall sur les installations, mais les installations, c'est un gros problème. Après, il y a le côté impressionnant du rugby que les gens voient à la télé. Et donc là, il y a tout à expliquer. Nous, on a géré énormément de choses du point de vue de la sécurité, le carton bleu, l'apprentissage qu'il y a un carton sur la problématique des commotions. On est la fédération qui est la plus en pointe là-dessus. L'apprentissage très progressif du contact, etc. dans les écoles de rugby. Il faut qu'on rassure et qu'on explique aussi toutes les formes de rugby. Il y a un rugby à 5, par exemple, qui est sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, qui est accessible à tout le monde. Ça, c'est un enjeu. Le développement dans le monde scolaire. Il y a 2000 clubs de rugby, 13 000 clubs de foot, 36 000 écoles. Nous, on a besoin de remettre le rugby à l'école parce qu'on est un sport. On a un sport qui a été inventé pour ses valeurs pédagogiques et éducatives. En fait, on a un sport qui est né à l'école et on y a toute notre place. On a un sport qui cadre les gamins et qui leur apprend des valeurs qui sont indispensables. Donc, il faut qu'on relance le rugby à l'école. Enfin, bon, voilà, je pourrais détailler, mais il y a plein de choses à faire pour développer le rugby. J'ai vu une pub, je sais pas si elle est récente ou pas, mais d'une maman qui va à l'école et le prof lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait à votre fils ? J'ai juste mis à l'école de rugby. » C'est ça. C'est la pub « J'ai choisi le rugby ». J'ai choisi le rugby. Effectivement, c'est dans le monde scolaire et ça explique à quel point, ce que je te disais au début, le rugby transforme les personnes qui le pratiquent en apprenant des valeurs indispensables à la société. C'est un troisième lieu d'éducation, en fait. T'as la famille, t'as l'école, et puis t'as le club de rugby. Le club de sport, d'une manière générale, parce que je pense que les sports sont sous-employés en France, alors qu'ils ont une valeur de transformation de la société qui est énorme. Mais le rugby en particulier, parce qu'on est né à l'école. Ouais, j'ai fait du foot pendant 15 ans. J'adore ce sport, mais j'avoue que tu n'as pas les mêmes valeurs du tout. Alors, on va pas rentrer dans ce débat que tout le monde connaît, mais je sais pas si c'est vraiment une troisième famille qu'il faut parfois le foot dans certaines régions. Moi, j'aime Écoute, moi, je pense que j'aime tous les sports. Je pense que le vrai danger pour les gens, c'est de ne pas faire de sport. Le coût de la sédentarité en France, c'est 140 milliards. 140 milliards. Le coût de l'obésité, c'est 12 milliards 7. Nous, on a un sport où on accueille très volontiers les gamins ou les gamines en surpoids et qui déjà vont se sentir bien dans leur tête. Donc, tous les sports apportent quelque chose. Mais c'est vrai que le rugby apporte quelque chose en plus. Parce que en plus c'est un sport qui naturellement déploie des valeurs de convivialité, d'entraide. Franchement, un club de rugby, c'est un endroit de lien social incroyable et c'est un endroit incroyable pour l'éducation des gamins. Moi, je me balade tous les week-ends dans les écoles de rugby, dans les clubs. J'ai toujours le même rituel. Je leur dis citez-moi des joueurs de l'équipe de France. Ils m'en citent plein. Après, je leur dis citez-moi des joueuses de l'équipe de France. Ça commence vraiment à venir, c'est ultra intéressant. Et après, je leur dis, mais c'est quoi les valeurs du rugby ? Ils lèvent la main pour te répondre. Ouais. Et je suis désolé, au rugby, on apprend à serrer la main en regardant les gens aussi. Enfin,
ils lèvent la main pour te répondre et ils me disent, dans 90% des cas, la première valeur qui sort, c'est respect. Donc, ils disent respect, solidarité, esprit d'équipe. Et je leur dis respect, mais respect de qui? Respect de l'adversaire, respect de l'arbitre. Et puis après, je leur fais dire aussi, mais respect de soi. C'est très important, tu vois. Et en fait, on a une capacité à s'occuper dans les clubs de rugby des gamins, à accompagner des parcours de vie. On a 80 000 volontaires bénévoles. Et moi, je suis à chaque fois hyper ému quand je vois le travail que font les bénévoles sur le rugby. C'est un truc incroyable, quoi. On parle d'acquérir de nouveaux licenciés, c'est quand même le but d'une fédé aussi. Et je t'ai entendu parler d'un chiffre marquant, je ne sais pas exactement si c'est ce chiffre, mais c'est une grande partie des nouveaux, peut-être 30%, qui s'arrêtent au bout de 2 ans et demi d'activité. Et donc en fait, vous avez un peu le sentiment parfois de remplir un panier percé. C'est ton rôle aussi d'aller chercher la fidélisation, mais comment on fait pour que des gamins qui ont envie qui ont commencé, pour pas qu'ils arrêtent et qu'ils disent ok, je vais en faire quelque chose pendant 10, 15, 20 ans, voire toute sa vie, quoi. On a 2 chantiers. On a le chantier de la croissance du nombre de licenciés, donc l'acquisition, aller chercher des nouveaux licenciés. Et donc, c'est tout ce que j'expliquais sur le maillage, le scolaire, le féminin, les vestiaires, les installations, etc. Et on a effectivement l'énorme chantier de la fidélisation. Et ton chiffre est bon. La durée moyenne d'une licence FFR, c'est 2 ans et 3 mois. Alors qu'il y a des gens qui font 10 ans, etc. Et en fait, dans les premiers mois, il faut qu'on s'occupe très, très bien des nouveaux licenciés qui arrivent. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait avec les éducateurs. Il nous faut il nous faut plus d'éducateurs diplômés parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as joué au rugby que tu es un bon éducateur pour les gamins. Donc, il faut que les éducateurs apprennent la manière d'encadrer les gamins. Il faut que les présidents de clubs, les bénévoles de clubs travaillent sur l'accueil, la qualité de l'accueil. Là, on est passé à la feuille de match électronique. Il faut que tous les gamins jouent. Les mots ont du sens. Tu sais, moi, je suis à la sémantique. C'est pas un truc anodin. À l'école de rugby, les éducateurs, on les appelle pas des entraîneurs, on les appelle des éducateurs. Et on n'est pas là on s'en fout, on n'est pas là pour gagner le championnat du monde du canton. Moi, je dis, le bon éducateur, c'est celui qui a 15 gamins en début de saison, gamins et gamines, puisqu'on les fait jouer en mixité jusqu'à moins de 15 ans chez les filles et moins de 14 ans chez les garçons, et qui a les mêmes à la fin de l'année, plus 3 autres venus par bouche à oreille. Et pour ça, l'enjeu, c'est que l'éducateur, il soit ultra attentif à tous les gamins, et pas uniquement à ceux qui ont des compétences ou des appétences naturelles pour le rugby, qu'il les fasse tous jouer de manière équivalente, et qu'il soit plus dans l'accompagnement de la personne que dans la performance sportive, qui n'est pas le sujet à ce stade. Et là, il faut qu'on améliore ça, parce qu'on passerait de 2 ans et 3 mois à ne serait-ce que 3 ans, on augmente de 20% le nombre de licenciés. Vous avez fait une étude sur les 3 premiers freins qui fait qu'un gamin s'arrête au bout de 2 ans? On a fait une étude abandonniste, donc pour comprendre pourquoi les joueurs ou les joueuses de rugby arrêtaient. Et en fait, il y a des paliers. Et donc, parfois, il y a des trucs vachement intéressants. Parfois, il y a notamment quand on passe à la catégorie cadet, donc après, à partir de 15 ans, 16 ans, il y a pas mal de gamins qui arrêtent pour faire du crossfit. Et donc, et en fait, c'est un peu le culte du corps, voilà. Bon, et c'était une des raisons de l'abandon, parce qu'on leur demandait pourquoi vous avez arrêté et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Il y en a qui font du crossfit. Il y a des clubs qui, du coup, ont été assez malins et qui, avant les séances de rugby, font faire du crossfit aux gamins. Voilà, tu vois, en fait, il faut sortir un peu de son... S'adapter. Ouais, il faut s'adapter. Il faut essayer de comprendre les raisons de l'abandon, travailler l'accueil et puis comprendre les raisons d'abandon qui peuvent être liées aussi à un éducateur, à un dirigeant, à une mésentente. Enfin, c'est un sport où la notion de collectif est très forte. Donc, voilà, et travailler sur tous ces sujets. C'est ce qu'on incite nos 2000 clubs à faire. Donc, on a tout un travail de formation des éducateurs et des dirigeants qui est extrêmement important pour nous et qu'on travaille beaucoup. À l'inverse de ta boîte, quand tu as la FFR, tu as évidemment beaucoup de contraintes exogènes, endogènes. Tu peux pas faire ce que tu veux. Mais c'est pas ce que tu veux dans ta boîte non plus. Hein. Non, c'est vrai, mais tu as plus de liberté. Tu as plus de liberté quand même. Ouais. Enfin, j'imagine, j'espère. Ouais. Si tu devais redessiner la FFR sans contrainte, qu'est-ce que tu ferais différemment? À la fédération, non, mais c'est ce qu'on fait depuis 2 ans et demi, en fait. Depuis 2 ans et demi, moi, j'ai recruté un très bon directeur général qui est là en mission pour quelques années, parce que c'est l'ancien directeur général d'une très belle boîte qui s'appelait le groupe Roulier à Saint-Malo, 4 milliards, et qui a accepté de diviser par 3 son salaire pour venir bosser à la Fédé pour l'impact sociétal. Et je lui ai dit, Jérémy, il s'appelle Jérémy, et Christophe, qui est son bras droit, je leur ai dit à tous les deux,
l'objectif, c'est de désiloter la fédé. Quand je suis arrivé à la fédé, tu avais les arbitres qui bossaient dans un coin, le sportif qui bosse dans un coin, l'administratif qui bosse dans un coin, les élus qui bossent dans un coin, et chacun dans son couloir de nage. Et moi, je crois beaucoup dans toutes les organisations, à la transversalité, à la transparence, etc. Donc, on a désiloté tout ça. Ça, c'est un premier énorme objectif. Moi, je voulais, tu vois, quand tu bosses dans le rugby, tu as envie que tous les gens aient la banane. Tu as envie que tous les gens ils aient le sourire quand ils viennent bosser le matin. C'est une chance exceptionnelle. Franchement, l'ambiance était un peu lourde à la fédération. Donc déjà, on a désiloté, on a mis de l'ambiance. Ensuite, c'est dingue dans un sport aussi convivial, que ce soit à la fédé où ça n'était pas. Parfois, la fédé a traversé des périodes peu compliquées, etc. Donc peut-être que ça a suscité ça, mais en fait, la tendance c'était vraiment que chacun travaillait dans son couloir. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis l'ambiance. Et puis l'autre axe, c'est la modernisation. C'est-à-dire, je te donne un exemple. On a créé une application sur les compétitions qui s'appelle Mon Clubhouse. L'ancienne application des compétitions, donc pour suivre les résultats des matchs, on organise 40 000 rencontres par an, donc c'est un gros truc quand même. Elle faisait 10 millions de vues par an. La nouvelle application qu'on a créée, et c'est en train de devenir un vrai média, elle fait 7 millions de vues tous les week-ends. Et elle simplifie la vie des bénévoles. Et demain, elle permettra à des entraîneurs, à des éducateurs de composer leur équipe directement sur l'application. Tu reçois une notification quand t'es joueur. Tu reçois d'envoyer des notifications à tes joueurs, elle sort des statistiques par joueur sur le temps de jeu, le nombre d'essais marqués, le nombre de points marqués au pied, etc. Le nombre de matchs réalisés, etc. Voilà, il y avait pas de feuille de match électronique pour les plateaux d'école de rugby. Donc du coup, on pouvait pas suivre le temps de jeu des gamins. Donc moi, pour suivre le temps de jeu des gamins et m'assurer dans le cadre de la fidélisation dont on parlait que tous les gamins jouent effectivement, on est en train de passer à la feuille de match électronique. Donc en fait, il fallait désiloter la fédé et puis considérablement la moderniser et puis après mettre en place une stratégie de croissance sur le nombre de licenciés par l'acquisition et par la fidélisation. Et puis être champion du monde masculin et féminin c'est sûr. En 2027 pour les garçons et en 2029 pour les filles. À quel point c'est une force pour la FFR de t'avoir avec ton historique sur le média, sur la publicité, puisque j'ai vu qu'avant ton passage, il y avait 500 000 € de budget à l'année pour pouvoir communiquer, ce qui est, je sais pas moi, c'est 3 pubs sur TF1, c'est peanuts pour une fédé. T'as multiplié par 10, je crois. Non, on n'a pas augmenté le budget média. Par contre, ce qu'on a considérablement augmenté, c'est plutôt le travail sur le local. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 50% les budgets dévolus aux ligues régionales et aux comités départementaux pour développer le rugby par la base. Voilà. Par contre, ce qu'on a réussi à augmenter considérablement, mais c'est plus par un travail de fourmi, c'est la médiatisation du rugby. C'est-à-dire que les audiences qu'on fait en 2026 explosent les audiences de 2025, qui explosent les audiences de 2024, qui explosent les audiences de 2023. C'est-à-dire qu'on ne cesse d'augmenter les audiences télévisuelles et on ne cesse d'augmenter les affluences dans les stades de rugby masculins, féminins et même les moins de 20. Et là, on a fait un carton absolu. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a événementialisé tous les matchs. On a testé la scénographie lumineuse à Lyon la première fois quand on était sorti du Stade de France pour les travaux en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Et on a testé pour la première fois de la scénographie lumineuse à Lyon pour un match délocalisé de l'équipe de France. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit aux équipes, faut y aller à bloc. Faut qu'on fasse ça. On est passé aussi à la Marseillaise a cappella. C'est maintenant on fait. Avant, tu avais des orchestres sur le terrain. Et en fait, le public dans le stade avait un chant qui est toujours décalé par rapport à l'orchestre. Et maintenant, on lance les 3 premières notes et ça part sur une Marseillaise a cappella qui concurrence le Horse of Scotland et qui met les poils. Et c'est des moments où tu sens qu'on fait nation. Et bon, là, il y a un France-Angleterre qui arrive puisqu'on est en plein milieu du tournoi. La scénographie lumineuse et le travail qu'on va faire au stade pour le public à cette occasion-là, ça va être un truc complètement dément. On a eu le haka des Blacks avec des images qui ont fait le tour du monde. On a mis les Blacks dans un halo de lumière blanche. Derrière, le stade était tout étoilé parce que tout le monde avait allumé son portable avec la lumière et on avait le bleu, blanc, rouge au-dessus. C'est des images. J'ai vu le président de la fédération néo-zélandaise pratiquement avec la larme à l'œil à mes côtés en me disant on n'a jamais respecté le haka des Blacks comme ça. Donc en fait, on a beaucoup travaillé sur l'événement lui-même. On a eu le concert de Louane à la mi-temps d'un France-Écosse pour lequel on a fait la plus grosse audience télé en 2025.
devant la finale gagnée par le PSG, c'est le rugby, c'est France-Écosse. On est la première audience de France en 2025 à la télé. Donc, c'est un truc complètement fou. Combien d'audience? 7? On a eu des pointes à 10 millions et demi. Putain. 9 millions et demi et des pointes à 10 millions et demi. Et là, les trois premiers matchs du tournoi qu'on a joués font des audiences records de manière systématique. Mais pour ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est la performance des équipes de France. Ça, de toute façon, forcément, c'est le premier critère. Mais après, il y a tout le boulot qu'on fait de fourmi pour rendre l'événement magique, pour avoir des images qui interpellent. Il y a tout le travail de développement du rugby féminin parce qu'on gagne un nouveau public. Il y a tout le développement du rugby à 7. Là, on va faire revenir les champions olympiques en France. On a réussi à négocier avec World Rugby que la France, ça sera à Bordeaux, revienne sur la carte mondiale du rugby à 7, le 5, 6 et 7 juin à Bordeaux. Donc, en fait, on va chercher plein de solutions pour élargir la base. On développe le rugby sur tous les territoires. Tu vois, en taux de pénétration du rugby, il y a 6 fois moins de licenciés proportionnellement à la population dans les Hauts-de-France versus l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine. Mais quand tu regardes les audiences télé, c'est très proche. Enfin, il y a un écart, il y a plus de gens. Mais chaque fois qu'on va développer le rugby en Bretagne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en fait, on va augmenter la base de gens qui s'intéressent au rugby et on va augmenter l'audience. Donc, en fait, on a un travail de fond pour augmenter les audiences et les affluences et on explose année après année. Donc, il faudra être présent au stade le 14 mars, France-Angleterre. Oui, sauf qu'il n'y a plus de place. On aurait pu vendre 4 fois le stade. Donc, il faudra le regarder à la télé. Je le dis pour les gens qui m'écrivent pour savoir si on peut encore acheter des places. La réponse est non. Ma question sous-jacente, c'est de savoir s'il t'en restait 2, mais du coup, j'ai ma réponse. Est-ce que tu as une grande conviction sur le futur du rugby que les autres ignorent? Ma conviction, et c'est pour ça que je sais pourquoi je me lève. Ma conviction, c'est le rôle éducatif et c'est la capacité du rugby à transformer la société française. Franchement, quand on bosse dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, on a 15% de filles à la Fédé. Quand on bosse dans les quartiers prioritaires de la ville, on a 35% de filles. Pas parce qu'en fait, les filles s'approprient le rugby et se construisent une émancipation, une indépendance, une autonomie grâce au rugby. Et donc, le sport roi, là, c'est le foot. Et en fait, les filles ont compris que par le rugby, leur vie pouvait changer. Quand je parlais de l'obésité, t'as une corrélation directe entre obésité, harcèlement scolaire, pauvreté, etc. Un gamin ou une gamine en surpoids, on devrait... Tu sais, on a un drôle de pays où on traite les conséquences au lieu de remonter aux causes. Un gamin ou une gamine en surpoids, on devrait lui proposer, même sur ordonnance médicale, les agences régionales de santé devraient nous envoyer les gamins. La valeur éducative de Très respect... bonne idée. Elle est juste indispensable à la société. Donc moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut, et j'essaie de convaincre les politiques, c'est pour ça que je vois les régions, les départements, les métropoles, les ministres, et je veux surtout pas voir que le ministre des Sports, je veux voir le ministre de la Santé. On fait des job dating, ça c'est un truc de fou. On prend 100 demandeurs d'emploi à longue durée, une vingtaine d'entreprises qui recrutent, on fait une matinée de rugby à 5 dans l'anonymat. C'est pas trop incognito, on sait pas qui est le recruteur, on sait pas qui est le demandeur d'emploi. Ensuite, le club les fait un petit casse-croûte. Le rugby est le spécialiste des casse-croûtes. Et après le casse-croûte, on a ce moment un peu magique où tu as passé la matinée à transpirer avec quelqu'un, tu sais pas s'il est employeur ou demandeur d'emploi, où on révèle qui est qui, et ensuite tu as des entretiens totalement informels. Génial. Taux de retour à l'emploi, 60%. Ça vaut 7 000 €. Une personne au RSA, ça coûte 9 000 € par an. Moi, je dis aux conseils départementaux, parce que c'est les conseils départementaux, mais financer des job dating, il suffit qu'il y ait une personne au RSA recrutée et vous l'avez rentabilisé. Et donc, je vois régulièrement, encore ce week-end dans le Lot-et-Garonne, j'ai vu le président du conseil départemental du Lot-et-Garonne, je lui ai dit, mais il faut organiser des job dating. Voilà. Tu vois, moi, je crois à l'impact sociétal du rugby dans le pays. Et puis, un deuxième truc auquel je crois à l'impact géopolitique du rugby. Parce que le rugby français est attendu dans le monde. Moi, j'ai un véritable objectif, c'est de développer la marque France Rugby et aussi les bleus masculins et féminins dans le monde. Les All Blacks, pays de 6 ou 7 millions d'habitants, ils ont 300 millions de fans dans le monde.
Et nous, on est très auto-centré jusqu'ici. Et donc, en fait, on est en train de mettre tout un plan en marche pour développer la marque France Rugby, les Bleus à l'international, pour créer notre fanbase, pour faire que les gens portent le maillot bleu, s'intéressent au bleu. Et je pense que pour le pays, c'est un enjeu énorme. J'ai envie qu'en Espagne, j'ai envie qu'en Allemagne, j'ai envie qu'en Afrique, 40% de la population mondiale à horizon 2050, j'ai envie que dans le Pacifique, etc., les gens considèrent que leur deuxième équipe, après leur équipe nationale, c'est l'équipe de France, masculine ou féminine, qui porte les couleurs et que ça soit un enjeu politique pour le pays. Le rugby a la chance de beaucoup de dirigeants s'intéressent au rugby parce que les valeurs du rugby sont proches de celles de l'entreprise. On a envie qu'il y ait des entreprises qui comprennent l'intérêt géopolitique que représente le rugby pour créer des relations dans différents pays et permettre de développer, pourquoi pas le business français, pourquoi pas les relations internationales. Franchement, le rugby, c'est un levier énorme et la France du rugby est attendue dans le monde. Surtout qu'on a tout pour, qu'on a le championnat le plus renommé. On a un championnat incroyable avec le top 14 et la Pro D2 et nous, on a réussi à trouver le bon équilibre. On a signé une convention avec la Ligue nationale de rugby, entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, qui est une subdélégation. Nous, on a la délégation de service public par le ministère et on subdélègue l'organisation du rugby pro, top 14 et Pro D2, à la Ligue nationale de rugby. Dans ce cadre-là, on a fait une convention et elle est intéressante, la convention, parce que on leur subdélègue parce qu'ils font très bien le boulot. C'est un championnat incroyable. C'est une série Canal, avec des audiences qui ne cessent aussi de monter. 2, il y a une rétribution financière pour la Fédération française de rugby. Parce que si on leur subdélègue, c'est bien parce qu'il y a un retour. Et 3, ils redonnent aussi, et il y a un cercle vertueux qu'on est en train de créer pour développer le rugby amateur. Parce que quand tu professionnalises le rugby, tu peux avoir tendance à le concentrer dans les grandes villes. Et donc, c'est important qu'il y ait une redistribution pour le rugby des villages et des villes moyennes quand tu sais que 50% des joueurs et joueuses de l'équipe de France viennent de villes ou de villages de moins de 15 000 habitants. Antoine, Castelnau-Magnoac, Antoine Dupont, c'est moins de 1000 habitants. C'est sûr d'être de partout, quartier, village, international, en Afrique, Voilà. il y a du taf. Il y a du taf. C'était pas du tout la prochaine question, mais bonne idée de faire une série Netflix Canal, un peu, on l'a vu sur la F1 qui a cartonné. Ouais. Je dis punaise, peut-être ça peut partir de là, quoi. C'est dans les tuyaux. Ok, trop bien. On réfléchit à tout ce qu'on peut. Je pense que pour installer le rugby d'un point de vue sociétal, bien sûr qu'il n'y a pas que la télé linéaire. Et donc, on est en train de travailler à développer des séries sur le rugby, et même pourquoi pas des mangas ou des choses comme ça, enfin pour vraiment toucher le rugby, parce que j'ai envie que ce sport impacte durablement notre société et le pays. Voilà. Question moins sympa. La FFR sort d'années compliquées. J'ai lu tout un dossier sur Cour des comptes qui expliquait les mauvaises gestions pendant des années. C'était pas toi, c'était sous ton prédécesseur, pardon. Qu'est-ce qui fait que tu vois un peu la maison brûler? C'est pas un moment où les gens ont envie de prendre la présidence, et toi, t'es assez fou pour dire ok, non, j'y vais et je vais essayer de redresser la barre. Ouais, je suis un seconde ligne résilient. Parce que j'y crois tellement. C'est sûr qu'on a hérité d'une tout brûlé, quoi. C'était les écuries d'Augias. Pour ceux qui savent pas, si on peut résumer en 2-3. En 2 mots, il y avait un déficit structurel à la Fédé dont on a découvert l'ampleur en arrivant. On se doutait que ça serait difficile, mais pas à ce point-là, qui était de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros sur 140 millions d'euros de budget. Ça varie selon les années, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc déjà 20 millions d'euros à couvrir. Et la Coupe du Monde de rugby, dont on me disait, à la candidature, on disait elle va gagner 200 millions d'euros. Enfin, mes prédécesseurs disaient que ça gagnerait 200 millions d'euros. Quand j'ai été élu en juin 2023, on me dit non, mais t'inquiète pas, la Coupe du Monde de rugby, ça gagne pas 200 millions, mais ça va gagner 5 millions d'euros. Et en fait, très vite, je m'aperçois que ça en perd plutôt une trentaine de millions d'euros, auxquels se sont ajoutés un redressement fiscal de 20 millions d'euros parce qu'ils avaient fait de la TVA à 5,5 au lieu de faire de la TVA à 20%. Ça fait qu'il y a un déficit de plus de 50 millions d'euros. Donc, quand tu as un budget de 140, que tu as 20 millions d'euros de déficit structurel, plus un plomb one-shot d'une cinquantaine de millions d'euros sur la Coupe du Monde, tu tousses un peu. Ça, tu le découvres quasiment quand tu arrives? Quand j'arrive, puisque au moment où j'arrive, on me dit la Coupe du Monde va gagner 5 millions. Non, pas de bol, elle en perd 5. Ah ouais, donc c'est quasi, quand tu arrives. Ouais, donc franchement, on a été au bord du dépôt de bilan. Après, tu as un sport... Enfin, tu vois, je me pose pas de questions, quoi. Moi, je crois, je suis un peu désuet, mais je crois à la valeur du travail. Je suis un besogneux. Je suis un entrepreneur besogneux.
Et je suis tellement convaincu par mon sport et par ce qu'il peut apporter que, voilà, et avec les équipes qui m'entourent, parce que j'ai une équipe incroyable autour de moi, élus et salariés, bah, on s'est retroussé les manches et on dit, de toute façon, le rugby le mérite. Donc, on se pose pas de questions, on bosse. Un truc que j'ai apprécié dans tes précédentes interviews, c'est que tu parles de transparence, même si c'est un peu un mot valise que tout le monde balance. Et de ce que je comprends, c'est de dire, en fait, les gars, les gens, ils sont pas cons. Si vous vous expliquez clairement ce qui se passe, Ouais. ils vont comprendre. Ouais. C'était justement beaucoup plus opaque précédemment. C'est quoi aujourd'hui ta relation avec la transparence? Est-ce que tu vois que ça t'a apporté plus de bien et finalement, parfois, c'est plutôt compliqué? Est-ce qu'on peut tout dire de ce qui se passe à l'intérieur? Oh non, on peut tout dire. Moi, j'ai aucun sujet tabou. On peut absolument tout dire. Donc, nous, on est passé à un bureau stratégique toutes les semaines. Il y a un compte-rendu ultra détaillé, un PV ultra détaillé du bureau stratégique. Oui, on est une vingtaine de personnes, 12 qui votent et une vingtaine de personnes invitées. Il y a un comité directeur qui avant se tenait tous les 3 mois, qui se tient tous les mois. Enfin, un comité d'orientation qui se tient tous les mois, qui rassemble une 50aine ou 60aine de personnes. Pareil, on diffuse les PV, on explique. Et moi, je pense qu'il faut parler à l'intelligence des gens. Et donc, je pense que tout s'explique. Et la vérité, toutes les vérités sont bonnes à dire. De toute façon, dans un monde associatif, t'as pas le choix. Enfin, il faut le faire. Mais moi, je pratique de la même manière dans mon entreprise. Je partage à la fois les succès et les difficultés. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de gérer aujourd'hui. Et je pense que c'est très bien comme ça. J'ai vu une info, je sais pas si elle est vraie ou pas. En 2024, le fonds d'investissement CVC Capital Partner investit 425 millions dans le tournoi Destination de rugby. Elle est vraie ou pas, cette info? Ah oui. En fait, mes prédécesseurs ont ouvert le capital du tournoi Destination à CVC, un fonds d'investissement. Moi, j'ai rien. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai un fonds d'investissement dans ma boîte, etc. Moi, j'étais radicalement contre cette option à l'époque parce que CVC a acquis petit à petit 14% du tournoi Destination, mais prélève maintenant 14% des revenus. Et le tournoi Destination, c'est pas une boîte comme les autres, c'est une boîte qui distribue 80 ou 90% de ses revenus. Enfin, ou 80% de ses revenus. Et donc, CVC, le tournoi Destination est devenu le tournoi des 7 nations. Parce que CVC a acquis 14% et touche maintenant 14% des revenus tous les ans, comme si c'était une fédération. Et donc, ce qui a semblé être une bonne opération financière à court terme se révèle un drame à moyen terme, parce que tous les ans, on se fait absorber 14% des revenus. Voilà. Donc, par comparaison, la France touchait 16% des revenus. J'ai réussi avec mes équipes, on a renégocié le sujet au forceps, donc on est monté à 17,85 et là maintenant à 19% des revenus. Bon, tu vois, l'impact c'est plusieurs millions d'euros, donc t'imagines l'impact. Donc en fait, voilà, moi je pense que c'était une erreur. Et puis surtout, un fonds d'investissement, c'est pas le diable, mais il a vocation à sortir un jour. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand CVC voudra sortir? À l'époque, j'avais posé la question à Bernard Laporte, il avait dit, je sais pas, peut-être que les fédérations pourront racheter. Mais pourquoi il fallait vendre aujourd'hui pour racheter demain? Moi sincèrement, c'est une difficulté dans le rugby d'une manière générale, et toutes les fédérations, je l'avais dit à l'époque, répété, j'avais même écrit au ministère en disant qu'il fallait absolument qu'ils auditent ce contrat parce que c'est un engagement longue durée pour la France, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ben, aujourd'hui, on a 14% des revenus qui sont absorbés par le fonds d'investissement CVC, et c'est pas une bonne nouvelle pour le rugby européen. Ok, tu passais de 17 à 19%, c'est au-delà de la négo, c'est lié aux audiences, c'est de lié 16 à 19. 16 à 19. Non, parce qu'en fait, la France touchait 16% des revenus en apportant 26. Ok. Alors, par comparaison, les Anglais touchaient 31% des revenus. Donc, c'est logique qu'on apporte plus que ce qu'on touche, parce qu'il faut soutenir des pays qui ont une moindre base média ou marketing. Mais le delta était pas l'Irlande, bon. Mais le delta on a fait auditer ça, le delta était pas bon, et donc on a fait une négociation avec les autres nations qui nous a permis, c'est un des éléments qui nous vont permettre de redresser les 20 millions d'euros de déficit structurel qu'on a trouvé en arrivant. Il y a ça, il y a les négociations avec le Stade de France, il y a la gestion centimière qu'on a mis en place, et puis il y a l'augmentation des affluences, des audiences, qui nous a permis de générer plus de revenus et plus de partenaires aussi. Petit jeu d'esprit, imagine un stade plein, 35 000 places. Alors 80 000, nous. Hein. Ouais, mais il y a 35 000 maires en France. Donc, un stade de 35 000 maires. Ah, oui. Tu as le micro, tu as une minute, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, ratez pas l'occasion d'investir dans le rugby pour sauver la jeunesse de vos communes.
voilà, masculine et féminine. Je leur dis créer des terrains de rugby. Je leur dis planter des... Tu vois, j'étais, il y a peu de temps, j'étais dans les Hauts-de-France, puisqu'on avait le match France-Italie. Dans les Hauts-de-France, 91 terrains de rugby pour 3000 terrains de foot. C'est ça la réalité de la sous-pénétration du rugby dans certains endroits. Bah, moi, je suis ravi qu'il y ait des terrains de foot, mais moi, on fait du planter de poteaux. Tu vois, toi qui rentres du ski, tu t'es blessé, je le dis, Merci, comme ça tout le monde le saura. Comme quoi on se blesse. Non, mais c'est marrant d'ailleurs, parce que tu vois, il y a plus... Les gens disent « Ah, le rugby, c'est dangereux ». Ma fille qui fait de l'équitation et du ski prend plus de risques que mon fils qui fait du rugby. Mais je ferme la parenthèse. Je leur dis « Mais investissez dans le rugby ». Mais c'est incroyable. Donc, il me faut des terrains de rugby. Et si vous faites pas du planter de poteau, il me faut au moins des créneaux sur des terrains de foot. Parce qu'à 10 km d'un club existant, on peut peut-être faire une antenne où on va faire du rugby à 5 pour les parents, sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, une école de rugby, j'ai pas besoin de poteau. Ouais. Donc, aidez-moi à mieux mailler le territoire pour développer le rugby sur tout le territoire, parce que le rugby transforme les personnes qui le pratiquent. Mais c'est quoi les freins des maires Mais parfois, c'est prendre un créneau à une équipe de foot qui est implantée localement, ça va être un problème. Parfois, ils n'ont pas de foncier. Parfois, c'est une question d'investissement parce que planter des poteaux, ça coûte 8 000 €. Parfois, il faut investir dans un vestiaire. Donc, nous, on a fait un plan Marshall sur les équipements. On a mis 60 millions d'euros au total dans le plan Marshall. Donc, avec un accompagnement des maires pour les aider à investir dans le rugby. Dans le plan Marshall de 60 millions d'euros, j'ai un partenaire à la Fédé qui s'appelle Total Energy, qui paye un impôt qui s'appelle le C2E pour la rénovation des passoires thermiques. Et je leur dis, moi, des passoires thermiques, j'en connais plein. À peu près tous les clubhouse et toutes les tribunes de France et tous les vestiaires de France. Et donc, on a un plan avec eux de rénover. Donc, ils ont réservé une enveloppe de 35 millions d'euros pour ça, où ils contribuent au financement des investissements des collectivités pour, sous prétexte de la rénovation de la passoire thermique, en profiter pour faire un vestiaire féminin qu'il n'y a pas, améliorer un clubhouse, etc., rénover les choses, parce que les installations sont vraiment dans un sale état. On est un pays, c'est assez fou d'ailleurs, parce qu'on sort des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont... Enfin, voilà, au moment où on fait nation, on sort de ces matchs de tournoi absolument magiques. C'est quand même un des rares moments où les gens sourient. Et paradoxalement, les budgets des sports sont coupés. On a fait une étude avec la branche sport, donc à la fois les syndicats et les employeurs du Cosmos, qui montrent que 1 euro investi dans le sport, c'est 13 € d'économiser pour la société. Je recite, c'est 140 milliards de coûts de la sédentarité en France. Donc, en fait, on devrait... Je comprends pas d'ailleurs que le monde politique ne s'empare pas du sujet du sport. Quand tu vois, en plus, il y a 4 millions de bénévoles. Enfin, le tissu humain, qui sont des gens ultra connectés, parce qu'un bénévole dans un club de sport, il parle à tout le monde. Le tissu humain, je fais une tribune dans le Figaro là-dessus en disant que le sport en général et le rugby en particulier est un levier de transformation sociétale complètement inexploité par les politiques. Je comprends pas qu'ils utilisent pas plus le sujet, parce que ça a un levier de transformation sociétale dingue, et c'est pas utilisé. Et donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour convaincre le monde politique de s'emparer du sujet, d'aider. S'il y a une priorité, c'est quand même la jeunesse. Et il y a des enjeux d'éducation énormes. Et quand et la jeunesse, tu les attrapes pas. Tu les attrapes avec des sujets qui les intéressent. Le sport les intéresse. Donc il faut leur parler. J'avais parlé de scolarisation et rugby à l'école, mais je pense que tu m'as déjà pas mal répondu là-dessus. Du coup, une question. Est-ce que le rugby à 5 peut devenir une porte d'entrée massive dans les établissements scolaires ? Oui, bien sûr. C'est la clé ? L'intérêt du rugby à 5, donc sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, c'est qu'on peut jouer sur une surface dure. Donc on peut jouer dans une cour d'école, on peut jouer dans un gymnase, on peut jouer sur un parking de supermarché, on peut jouer sur la place de village pendant le Téléthon et faire une opération de démonstration. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que c'est mixte. Et quand tu réfléchis à tous les sports collectifs, tu fais jouer les filles et les garçons ensemble en mixité. Les garçons ont très vite tendance à se faire des passes entre eux. C'est du vécu. Voilà. Tu fais jouer le basket, le hand, qui sont des sports absolument fantastiques, ou le volley. Au volley, la passe est assez compliquée. Et le basket et le hand, le dribble peut assez vite être discriminatoire. Et en fait, le sport collectif le plus simple d'accès, une fois que tu as enlevé le plaquage, c'est le rugby à 5.
Enfin, au rugby, tu peux le jouer à 5, à 6, à 7. On l'appelle le rugby à 5 parce que techniquement, quand tu fais une compétition, c'est 5 contre 5 sur un demi-terrain en largeur. Mais à l'école, c'est un rugby à toucher, en fait. Et en fait, ce sport-là, il est incroyable. Donc nous, il y a 36 000 écoles en France, 2 000 clubs de rugby, 13 000 clubs de foot, 36 000 écoles. On a créé des petits ballons mousse, tout le monde en a un, avec un QR code pour les professeurs des écoles, pour qu'elles puissent développer dans le cadre de ce qu'on appelle les 30 minutes d'activité physique quotidienne, des activités de rugby à 5. Et on a toute une stratégie de formation des professeurs des écoles gratuite, pour former le maximum de professeurs des écoles, de manière à ce qu'elles soient capables elles-mêmes de faire du rugby à 5 aux filles et aux garçons en embarquant toute la classe, parce qu'une prof des écoles, elle va embarquer toute la classe. Ils ont le choix, les profs, des sports qu'ils mettent en place? Oui. Ok. Voilà. Donc Et ça, donc, nous, on essaye de les amener au rugby en levant les freins. Puis il y a 90% des professeurs des écoles aujourd'hui qui sont des femmes. Et en fait, on essaie de leur expliquer que le rugby à 5, c'est ultra accessible. Il n'y a pas besoin d'être un technicien du rugby pour le faire. En une demi-journée de formation, on a, nous, ce qu'on appelle des cadres techniques de club qui sont des diplômés d'État. On en a 162 sur l'ensemble du territoire. Et avec nos ligues régionales et parfois nos comités départementaux de rugby, on propose de former par groupe de 10 tous les professeurs des écoles qui viennent se former. Génial. Et donc, on a une grosse discussion avec les recteurs, avec l'éducation nationale pour expliquer que le rugby est né à l'école et qu'il y a toute sa place et qu'il peut contribuer à former des gamins et des gamines et à développer des belles valeurs sociétales utiles à tout le monde. J'ai 2 petits jeux pour toi. On va commencer avec un premier, très simple. Bonne ou mauvaise idée? Tu peux rajouter une petite phrase si tu as envie. Transition, rendre le rugby à 5 obligatoire dans toutes les écoles primaires. Très bonne idée. D'ailleurs, j'avais essayé. À l'époque, c'est Gabriel Attal qui était ministre de l'Éducation nationale. Dans les INSPE, les instituts de formation des professeurs des écoles, on forme beaucoup le français et les maths. Et moi, j'avais dit, il faut qu'il y ait du sport. En fait, on s'était presque tapé dans la main, mais après, il est devenu Premier ministre. Et après, les ministres changent beaucoup. Mais on s'était tapé dans la main en disant, il faut que dans les INSPE, il y ait français, maths, rugby à 5, pour les raisons que je t'expliquais, parce que ça embarque toute la classe. Et lui, il disait théâtre. Voilà. Ouais. Formidable. Mais bon, oui, donc obligatoire, ça serait top. Et à un moment, il faut faire des choix. Je veux dire, dans la vie, il faut faire des choix. Et je pense qu'on a un sport qui est incroyable, pour lequel la France est reconnue, la France est leader, la France marque des points et qui a un impact éducatif. Faisons le choix du rugby. Ah, mais en plus de ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rugby, on est tous d'accord sur les valeurs de dingue que ça apporte. Donc, ça a sa t'as place tout dans à le monde gagner. scolaire. En même temps, si tu peux expliquer, supprimer les salary cap en top 14, bonne ou mauvaise idée? Mauvaise idée, très mauvaise idée. Quand tu développes trop l'économie du rugby, et c'est un entrepreneur qui te parle, si tu libéralises trop, en fait, la rémunération en top 14 fixe la rémunération en Pro D2, qui fixe la rémunération en National 2, en Fédéral 1 et ainsi de suite, par capillarité. Et donc, si tu tires trop, si tu déverrouilles complètement le système, sans contrôle, tu risques de flinguer le rugby de la base. Donc, très mauvaise idée. Tu peux expliquer en une phrase ce que c'est le salary cap? Le salary cap, c'est la limitation de la masse salariale. On est à un peu plus de 11 millions aujourd'hui pour un club. Et ça limite la rémunération. Et du coup, ça force un peu les clubs à être dans une économie réelle, parce que c'est ça qu'on vise. Sur 14 clubs de top 14, comme son nom l'indique, aujourd'hui, il y en a peut-être la moitié qui sont en économie réelle et l'autre qui génère des déficits. Donc, faut faire attention de ne pas trop monter le salary cap, parce que il faut pas qu'on tombe dans un délire où on est dans une économie irréelle. Moi, je crois à l'économie réelle. Et surtout, il faut que la base puisse suivre. Et ce qui se passe en haut a un impact sur la base. Ouais, côté foot, on l'a vu avec Barcelone, City, Paris ou autres, où il y a eu des centaines de millions et ça vient casser un championnat, ça vient dénaturer un sport. Exactement. Ok. Ouvrir le tournoi destination à une 7e nation? Surtout pas. Je pense que le tournoi destination, très mauvaise idée. Le tournoi destination, c'est mythologique. Il faut surtout pas y toucher. À l'époque, Bernard Laporte, en comité directeur de la Fédé, avait dit un jour, on mettra le Japon ou l'Afrique du Sud dans le tournoi destination. Pour moi, ça aurait été une erreur géographique, écologique, historique. Le tournoi destination, il est ce qu'il est, on peut pas le bouger. Tu vois, quand il y a des fonds d'investissement à un moment qui ont touché la Coupe Davis, et on a tué la Coupe Davis, alors que c'était un truc incroyable. On croyait, à force de vouloir trop marketer, faire l'audience. Voilà. Et c'est un homme de médias et de marketing qui te parle. Je pense que le tournoi destination, faut pas le bouger. Par contre, on est en train de créer une nouvelle compétition
qui s'appelle la Nations Cup, avec 12 nations en Tier 1, enfin dans la première division, et 12 nations dans la deuxième division. Moi, je plaide pour que dans cette nouvelle compétition, on puisse faire des promotions-relégations pour donner des perspectives à des grands pays du rugby de demain, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, qu'on doit aider et qui doivent avoir des perspectives pour venir un jour en première division, que la Géorgie puisse monter, et ainsi de suite. Utiliser l'IA pour aider à la sélection des joueurs en équipe nationale, bonne ou mauvaise idée? Oui, utiliser la technologie d'une manière générale au service de l'intelligence humaine, oui, voilà. Donc moi, j'utilise l'IA à fond dans ma boîte, on utilise l'IA à fond à la fédération, tout ce qu'on peut utiliser, on va l'utiliser. On est une fédération, nos sélectionneurs, Fabien Galtier pour les Bleus, François Ratier pour les féminines, etc., sont très Jérôme Daré pour le rugby à 7, qui est un innovateur incroyable avec sélectionneur de l'équipe de France, championne olympique et championne du monde à 7. Voilà, on est dans l'innovation en permanence. L'innovation, c'est la data, c'est l'IA. Bien sûr qu'il faut qu'on aille chercher toutes les solutions qui nous permettent de mieux performer. Ça, c'est de la R&D et on fait de la Formule 1 du rugby. Question provoque, réduire la durée des matchs pour protéger les joueurs, bonne ou mauvaise idée? Non, il y a plein de choses à faire pour protéger les joueurs. C'est pas la réduction de la durée des matchs. Nous, on plaide pour l'abaissement de la ligne de plaquage. Nous, on a fait une étude entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1, donc Top 14, Pro D2, National 2, Fédérale 1, Fédérale 2. Fédérale 2, et en dessous, on plaque bas. Fédérale 1, on plaque haut. 55% d'accidentologie tête-cou en moins pour la Fédérale 2 où on plaque bas. Moi, je me bats à World Rugby pour imposer l'abaissement de la ligne de plaquage. On a obtenu une recommandation mondiale de World Rugby pour que ce soit le cas pour tout le rugby amateur. Et on va faire un test sur la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui a lieu en Géorgie cet été pour une ligne de plaquage abaissée. Dernière question pour ce jeu. Je ne savais pas que c'était un débat. Fin de la troisième mi-temps, alors qu'elle fait partie de l'ADN du rugby. Je ne savais pas que c'était du tout un débat. Non, on n'est pas con. Non, j'avais adoré ta réponse sur un podcast et je me dis, elle mérite d'être entendue. Bah ouais, ma réponse, c'est que c'est pas la troisième mi-temps qu'il faut supprimer, c'est la quatrième et la cinquième. Voilà, c'est que la troisième mi-temps, elle est consubstantielle du rugby. Il faut garder l'esprit de convivialité. D'ailleurs, nous, on fait un prix qu'on appelle le prix Rugby Passion, où tous les clubs s'auto-évaluent et où on valorise les clubs qui ont le meilleur accueil, la meilleure convivialité, etc. Et ensuite, on invite les bénévoles des clubs, parce que tu as le cuistot qui prépare. Bon, moi, je suis très sensible aux cuistots, je les aime beaucoup. Et qu'on invite pour un week-end de fou où ils sont à Marcoussis, où ils vont voir les matchs de l'équipe de France. Enfin, je rate jamais ce moment-là parce que c'est incroyablement émouvant. Mais la convivialité fait partie du rugby, donc ça faut pas perdre cet ADN. Mais par contre, les dérapages à 4 heures de quatrième et de cinquième mi-temps, ceux-là, non. Voilà, on a mis un terme à ça. On est à Station F, donc j'oriente toujours quelques questions sur la partie tech. IA, j'ai un peu commencé. Est-ce qu'on peut réduire les polémiques grâce à la technologie ou le doute fait partie du spectacle? Non, mais je parlais de l'arbitrage. Mathieu Rénal, hyper grand arbitre français qui travaille avec nous maintenant et qui structure tout l'arbitrage français avec Romain Poit, avec Nicolas Datas, te dit quand j'arbitrais, si je faisais un match avec 90% de bonnes décisions, j'ai fait un très bon match. Et l'apprentissage, tu vois, tu vires pas un buteur parce qu'il a 90% de taux de réussite au pied. L'acceptation de l'erreur fait partie de l'apprentissage du rugby. Notre grandeur, c'est de respecter l'erreur. Et on va pas tout supprimer. L'aléa, notre ballon, il est ovale. Il est pas. L'aléa, il fait partie du rugby. Et moi, je trouve, et ça fait partie de notre apprentissage. Et voilà, et par moments, oui, il y a des mauvaises décisions, mais on respecte. Je pense que c'est vraiment essentiel, c'est quelque chose de consubstantiel au rugby. Donc, vouloir tout supprimer, tout analyser, etc., non. Parce qu'il faut de la continuité au jeu. Donc, voilà. Donc, mauvaise décision. Quel entrepreneur t'admire le plus? Ceux qui n'existent pas encore. Non, moi j'admire. Écoute, je vais te dire, entreprendre, j'ai coutume de dire ça s'impose à toi plus que tu ne le décides. C'est comme une envie de pisser, si je suis un peu vulgaire. Et moi j'admire tous les gens qui s'alignent en fait. Donc c'est pas une question de taille de boîte. C'est pas une question de réussite financière. C'est l'enjeu, c'est d'être aligné tête, cœur et corps. Donc voilà, peu importe. Si tu fais, l'important c'est de faire au maximum de ce qu'on est capable de faire. En fait, on a un potentiel
considérable. Et moi, je suis très admiratif de tous les gens qui font au maximum de ce qu'ils sont capables de faire, peu importe le niveau de la réussite. Quelques questions sur la fan expérience. Championnat numéro 1 en Europe, c'est le championnat français. Si tu avais une carte blanche pour transformer l'expérience dans un stade de rugby dès demain, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais ce qu'on est en train de faire avec les équipes de la Fédé, là. Ouais, on a pas Franchement, ne rate pas France-Angleterre du tournoi Destination. On va faire un show d'avant-match qui va être complètement fou. Je peux pas dire parce que là, c'est secret. Mais on va vivre un moment incroyable. Là, on a sorti un maillot des 120 ans avec Adidas qui est à peine mis en vente, déjà complètement sold out. Voilà, en fait, il faut que les gens vivent un moment inoubliable. Et c'est vraiment ce qu'on leur fait vivre aujourd'hui au Stade de France. La Marseillaise a cappella, je redis ça. Franchement, les gens ont les larmes aux yeux à chaque fois. C'est un moment sublime, le show lumineux, l'ambiance. Et puis la force au rugby, c'est que les supporters se mélangent. C'est-à-dire que c'est un lieu de fraternisation incroyable. Donc, moi, j'ai envie que les gens portent le maillot de l'équipe de France. J'ai envie qu'ils soient fiers de leur pays. J'ai envie qu'ils aient le sourire. On est quand même un pays et puis d'une manière générale, dans le monde, on vit des moments assez terribles. Donc, si nous, avec beaucoup d'humilité, on est capable par le rugby de donner un peu le sourire aux gens et on leur fait vivre pas simplement 2 fois 40 minutes, mais un peu plus, un moment un peu qui les sort de la morosité ambiante et qui leur donne confiance et qui leur donne le sourire, franchement, on a tout gagné. À quoi ressemblera l'expérience dans un stade de rugby dans 10 ans? Il faudrait que les stades changent un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a encore des modernisations de stades qui sont importantes. Tu vois, on a beaucoup plus changé au Stade de France parce qu'on est passé, c'est tout bête, à l'éclairage LED. Mais l'éclairage LED nous permet d'éteindre et d'allumer le stade clic-clac, comme tu allumes la lumière chez toi, alors qu'avant, il fallait chauffer les lampes. Donc, moi, je pense qu'il y aura encore plus de shows expérientiels. Et puis, surtout, il y aura encore plus de choses autour du stade. C'est-à-dire que moi, je suis très sensible au fait que dès ton arrivée au stade, tu rentres dans dans une expérience et qui soit pas juste au moment où tu es assis en tribune. Il faut que dès les premières barrières, dès la première entrée, tu sois accueilli, tu sentes, tu ressentes ce qu'exprime le sport que tu viens voir. Et j'ai cette conviction chevillée au corps que le rugby est un sport franchement pas neutre. Et j'ai envie que les gens expérimentent ce que représente, ce qu'incarne le rugby, les valeurs du rugby dès leur arrivée dans le stade, avant même d'être assis à leur place. Quel engagement précis tu peux prendre publiquement pour les 12 prochains mois? Je sais pas. Je sais pas. J'ai plein d'engagements. C'est-à-dire, moi, je veux continuer j'ai 5 priorités. Performer avec les équipes de France et nos arbitres, parce que c'est important, les arbitres de haut niveau. Redresser les comptes de la Fédé. On l'a pratiquement fait sur les 20 millions d'euros. Je suis en pleine négo avec l'État pour les 50 millions d'euros de perte de la Coupe du Monde. Peser à l'international pour orienter le rugby dans le bon sens. Grosso modo, les nations du Pacifique aujourd'hui qui essaient de nous amener un peu vers le rugby à 13, qui voulait remplacer un peu la mêlée par un coup franc. Bon, nous, la mêlée, elle est très importante. C'est les phases de combat, elles font partie de l'ADN du rugby. Elles expliquent la diversité des profils. Transformer la Fédé en fédération à mission. C'est-à-dire que assumer le rôle éducatif et citoyen et puis augmenter le nombre de licenciés. C'est ça mes 5 engagements. Ils sont pas dans les 12 derniers mois, c'est mes engagements de campagne. Je les suis tous les mois. Et tous les indicateurs sont au vert aujourd'hui. Et moi, je suis un bourrin. Je suis un besogneux. Et en fait, mes engagements, ils ont pas changé. C'est les mêmes depuis la campagne. C'est les mêmes. De toute façon, c'est ceux que j'ai chevillés au corps. Et c'est cela que je veux réussir sur la fin de mon mandat et travailler tenir les promesses qu'on a faites au club. Dernière question avant de passer au dernier jeu. À titre personnel, quand tu laisseras ta place un jour, on espère que ce sera le plus lointain possible. J'ai le droit à 2 mandats. 2 mandats max. En fait, j'ai terminé le mandat de Bernard Laporte. On a géré en cohabitation pendant 14 mois. Ça n'a pas été simple. Je peux raconter ce que c'est qu'une cohabitation, mais on l'a plutôt bien fait. Tu peux ou pas expliquer? Oui, on avait 11 élus sur 40.
Donc j'étais président de la Fédé, mais on n'avait que 11 élus sur 40. Ok. Donc tu imagines que pour prendre des décisions, voter, on a réussi à faire voter toutes nos réformes, mais ça nécessite un peu d'énergie, d'engagement, de pédagogie aussi. Mais ça s'est bien passé. Et après, on a été réélu avec 67% des voix. Et donc là, maintenant, on a 34 élus. Alors, le nombre d'élus a un peu baissé. Donc maintenant, il y en a 38, mais on a 34 sur 38. Donc, c'est plus simple en termes de gestion et de fonctionnement. Voilà. Et donc, quand tu laisseras ta place, qu'est-ce que tu Et donc, aimerais j'ai le qu'on droit de retienne? mandat. Donc, le premier mandat en cohabitation, on ne compte pas parce que c'est pas Ok. un mandat plein. Là, je suis sur un mandat de 4 ans. Qui me portera jusqu'à 2028 et j'ai la possibilité, si D'aller je le jusqu'à les décide, de 32. me représenter pour un deuxième mandat. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi après toutes ces années à la J'aimerais Fédé? qu'on retienne, que tout le monde ait compris que le rugby peut apporter à la société et au pays. Dernier jeu, avec un J'aime super bien les jeu de jeux. mots. Super jeu de mots, les pronos sur le grill. Ouais. Ouais. C'est un de mes surnoms, c'est Buffalo Grill. Ok. Voilà. Je suis pas le premier à y penser. Ouais. Non, je confirme. Ouais, au rugby, de toute façon, les surnoms, ça existe beaucoup. Tous les élus qui travaillent avec moi ont chacun leur petit surnom. Ok. Est-ce que la France gagne une Coupe du Monde avant 2035? Bah oui, L'année prochaine? j'espère. On bosse pour ça. Tu me dis que c'était pas important pour toi ce chiffre, mais je le pose quand même. La France atteindra-t-elle 500 000 licenciés dans les 10 prochaines années? Oui, enfin, non, mais c'est l'objectif. Enfin, il n'y a pas d'objectif quantifié, mais on a envie d'augmenter le nombre de licenciés de manière massive. Dans 15 ans, le rugby sera-t-il plus pratiqué en milieu urbain qu'en zone rurale? Non, je fais pas. Alors, moi, le rugby dans le monde rural, il est ultra important. On est la première fédération rurale de France après la chasse. Vraiment. Tu vois, quand je vais dans les baronnies au pied des Pyrénées, c'est quelques hameaux et des petits milliers de personnes, etc. Il y a 400 personnes au repas d'avant-match. Le club de rugby là-bas, il est plus important que le bureau de poste. C'est le moment où les gens se retrouvent. Quand tu vas à Saverdun, 5000 habitants, tu as 700 personnes au repas d'avant-match. C'est un truc de fou. Donc, en fait, le rugby dans le monde rural, là, j'ai été à Valence d'Agen, 5500 personnes. Le club, il joue en National 2, c'est un super niveau. Pareil, repas d'avant-match, convivialité, lien social. Voilà, donc moi, j'ai pas envie, j'oppose pas le monde rural et le monde urbain. J'ai envie que le rugby se développe partout. Parce que c'est un enjeu de lien social, c'est un creuset. Tu sais, c'est où les endroits où on mélange des gens de toutes les générations, de tous les milieux sociaux, de toutes les religions? C'est où? Aujourd'hui, dans le pays, c'est où est-ce qu'on mélange les gens? Il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y avait le service militaire à un moment qui était un espèce de creuset, qui dans mes générations touchait plus les hommes que les femmes. Il n'y a plus, donc où sont les endroits où on mélange les gens? Et moi j'ai envie que le rugby il soit partout dans le plus petit village de France, parce que 50%, je l'ai déjà dit, je le redis, des joueurs et joueuses des équipes de France viennent de villes ou de villages de moins de 15 000 habitants, comme dans les grandes villes. Donc il y a besoin du rugby partout, pas pour les mêmes raisons, mais il y a besoin du rugby partout, donc je n'oppose pas les deux. Si ce podcast atteint 50 000 vues avant le 14 mars, tu nous invites? Ah ouais. Combien tu m'as dit? 50 000 avant 100 000. le 14? 100 000. Il va falloir que tu bosses, il va Ok, falloir donc faire la promo. J'ai bah, plus de La bonne nouvelle, c'est qu'il reste des places. j'allais dire, Non, du coup. j'ai plus de place, Ok, mais si tu ok. atteins 100 000, je t'en trouverai. Ok, sympa. Le top 14 restera-t-il le championnat le plus puissant économiquement en Europe dans 10 ans? Ouais, je pense que le travail qui a été fait sur le top 14, il est super intelligent. Et je pense que c'est le championnat le plus économiquement stable avec l'aide de Canal. Mais Canal est très content de ce championnat dont les audiences ne cessent de progresser. Et ce qui a été très bien fait, c'est que c'est dramatique. C'est-à-dire qu'avec la promotion-relégation, tu vois, j'en parlais pour la Nations Cup, tous les ans, bon là il y a une année un peu particulière, mais d'habitude, tous les ans, à la dernière journée, tu ne sais pas qui va monter, qui va se qualifier dans les 6 pour les phases finales, qui va descendre, qui va jouer le match de barrage. À tous les niveaux, il y a des enjeux. Et en fait, ça a été ultra bien pensé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dramatisation. Donc ça suppose par contre d'accompagner les clubs qui descendent et de même d'accompagner les clubs qui montent de Pro D2 vers Top 14 ou Top 14 vers Pro D2, de la même manière qu'il faut accompagner les clubs qui descendent de Pro D2 vers la nationale ou qui montent de la nationale vers la Pro D2. Mais cette dramatisation crée l'attrait. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper quand on invente des compétitions. Là, tu vois, j'ai vu que les Anglais passaient à une ligue fermée. Je trouve que c'est beaucoup moins attrayant. La force du rugby français,
c'est les montées et les descentes. Ah oui, bien C'est le sûr. championnat de France. On distribue une 50aine de titres de champion de France, quels que soient les niveaux. C'est des aventures incroyables. On fabrique des souvenirs pour la vie. On fabrique des aventures humaines pour la vie. Et le top 14, c'est vraiment une notion incroyablement intéressante parce qu'il y a de la dramatisation permanente. Championnat fermé en Angleterre? Ça veut dire que tu peux Ils pas vont monter? passer à un championnat fermé pour la première chip avec 10 clubs. Ils vont monter, mais il n'y aura plus de montée et de descente. C'est pas vrai. Ouais. C'est bizarre. Moi, je pense que ce genre de modèle crée des ventres mous. Donc, on n'a pas le problème sur le tournoi des 6 nations parce qu'en fait, c'est un format très réduit avec 6 nations seulement. Et donc, en fait, mais si on avait un championnat long avec 12 nations, très vite, le championnat ne devient pas intéressant parce que très vite, tu sais ceux qui sont en tête, etc. Alors que là, dans le format du top 14 aujourd'hui, les montées, les descentes, la qualification dans les 6. Donc là, t'es président d'un club en Angleterre. T'es premier toute l'année pendant 10 ans. Tu peux pas monter. T'es premier de deuxième division, tu pourras pas monter. C'est pas vrai, bizarre. Ok. Bah, j'imagine qu'ils ont plus Et donc, t'es dixième, puisqu'ils vont mettre. Ouais, et inversement. Tu pourras pas descendre. J'imagine qu'ils ont plus ils ont plus Moi, je pense réfléchi. qu'on perd en intérêt dramatique. Enfin, Intérêt, bien sûr. ouais, C'est, bien sûr. le 14 mars, France-Angleterre, tu paries sur quel score? Oh, je fais pas de paris comme ça. Avant ça, il y a France-Écosse. Écosse-France. Les Écossais peuvent encore gagner le tournoi. Ça va être un sacré match contre une nation contre qui on a toujours un peu du mal à jouer et qui envoie beaucoup de jeux, et nous aussi. Et donc, ça va être, je pense qu'on est attendu de pied ferme. Donc, ce match-là, pour moi, est le match piège depuis le début. Et après, les Anglais, ils ont très mal commencé leur tournoi, mais ils vont avoir qu'un objectif, c'est de se rattraper contre nous. Ils peuvent sauver leur tournoi s'ils battent les Français. Et donc, je pense que les 2 matchs vont être complètement fous. Et j'attends ça avec gourmandise, mais j'attends aussi avec gourmandise le match des U20, hein, parce que là, pour l'instant, on a 3 victoires pour les Bleus, 3 victoires pour les Bleuets aussi, 3 victoires bonifiées dans les 2 cas. Donc voilà, j'espère que et les Bleus et les Bleuets, et puis derrière ça, il y aura le tournoi destination féminin, vont nous faire une fin de tournoi aussi belle que les 3 premiers matchs. Question bête qui n'était pas prévue. Quand je te demande de parier sur France-Angleterre, est-ce qu'en tant que président, tu n'as vraiment pas le droit? Ah non, pas le droit. Voilà, c'était une question. Non, les paris sont interdits pour tous les gens qui sont les dirigeants, même, les sportifs, les élus. Même sur un podcast, tu peux pas annoncer sinon ils peuvent avoir des gens qui te suivent et. Ouais. Ok. D'accord. Quand je l'ai écrit, je me suis dit il y a peut-être un risque, donc merci pour ton honnêteté. Combien de titres de meilleur joueur du monde Antoine Dupont aura-t-il à la fin de sa carrière? J'aime pas trop la notion de meilleur joueur du monde. Au rugby, tu sais à quel point tu es dépendant de l'autre. Et d'ailleurs, quand tu vois Antoine, même si tout le monde dit c'est le meilleur joueur du monde, etc., Antoine, il te parlera toujours du collectif. Il mettra toujours en avant le collectif. Chez nous, les gros, c'est affectueux. Donc, ce qu'on appelle les gros, c'est les joueurs de devant. Tous les 3/4, ils savent que si les gros font pas le boulot devant, ils sont rien derrière. Antoine, s'il joue pas derrière un pack qui fait le boulot, il n'a pas la même capacité de jeu. Donc, j'aime pas ces notions de meilleur joueur du monde, etc. Voilà, je lui souhaite. Il est impressionnant. Il est incroyable parce que tu vois, pendant sa période de convalescence, il y a des gens qui ont dit mais il en fait trop, il fait ci, mais il a mis tout le monde d'accord. Hein. Il a mis tout le monde d'accord. Il revient sur le terrain et il met tout le monde d'accord. Voilà, c'est un mental exceptionnel. Je suis bluffé par ce qu'il apporte au rugby, mais il y a d'autres très grands joueurs en équipe de France, des Louis Bielbiarré, des Thomas Ramos, c'est impressionnant et qui sont de plus en plus médiatisés. Et c'est très bien. Et moi, je veux pas manquer de parler des filles. Manaë Feleou, capitaine de l'équipe de France, elle est incroyable. Elle est en 5e année de médecine. Tu te rends compte? Donc, elle est capitaine de l'équipe de France en 5e année de médecine. Elle est de père bourguignon, de mère bourguignonne et de père foutounien, de Wallis et Futuna. Voilà, c'est des filles incroyablement inspirantes. Et moi, ce que j'aime dans nos équipes de France, c'est que les gens se projettent dans la simplicité et l'humilité d'un Antoine, dans la qualité hors norme de Manaë Feleou, dans le professionnalisme de Thomas, dans la fraîcheur d'un Louis Bielbiarré. C'est des gens dans lesquels on a envie de se projeter. Et je pense que les gens se retrouvent dans les profils qu'on a dans le rugby. L'ADR, en 2035, si on refait ce podcast, quel chiffre te rendra le plus fier? Nombre de licenciés, titre mondial, l'équilibre financier, l'impact sociétal sur le rugby? Les 4. Ok.
Moi, je suis gourmand, hein, ça se voit. DRDR, du coup, est-ce qu'il y a une question qu'on te pose jamais? Tu te dis, punaise, les gars, ça c'est important, pourquoi vous me le posez pas? Non, je crois que t'avais bien préparé ton entretien, t'as posé toutes les questions. J'ai pas de... Non, ça me va. Eh ben, on est bon. 1000 merci pour ta présence. Merci. Et on te souhaite que du bonheur en famille, avec ton entreprise et avec la FFR. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.